Nous sommes le 7 octobre 1571. Dans le golfe de Lépante, dans l'actuelle Grèce, a lieu l'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. Plus exactement, une lutte acharnée de galères opposant d'un côté la Sainte Ligue, réunissant l'Espagne, les États du Pape ou bien Venise, et de l'autre, l'Empire ottoman qui règne alors sur la Méditerranée orientale. Lépante, une date clé puisqu'elle va marquer un tournant important dans l'histoire européenne, redistribuant les cartes de la géopolitique de l'époque. Comment en est-on arrivé à cet affrontement avec les Turcs? En quoi consistait exactement cette Sainte Ligue? Et quelles seront les conséquences de Lépante dans les années qui vont suivre? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman contrôle désormais une bonne partie de la Méditerranée. Après avoir conquis Constantinople en 1453, la cité devient Istanbul, les Turcs occupant par la suite plusieurs pays des Balkans actuels. Cependant, certains pays lui opposent une farouche résistance, comme ce fut notamment le cas durant le siège de Vienne dans l'actuelle Autriche. Un siège mené en 1529 par le sultan Soliman, dit le Magnifique, mais que l'on surnomme plutôt Kanuni en Turquie de nos jours et qui signifie le législateur, en raison de sa reconstruction complète du système juridique ottoman. Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que cette opposition Occident-Orient n'a rien de religieux. En effet, il s'agit davantage d'une guerre économique que d'une guerre de religion opposant christianisme d'un côté et islam de l'autre. Cette question économique est en effet cruciale, celle-ci concernant de près la cité de Venise. Cette dernière, qui est devenue depuis le XIIIe siècle l'une des principales puissances commerciales de son époque, constituant le trait d'union entre chrétienté et islam, va être l'une des premières à pâtir de l'expansion de l'Empire ottoman. Une expansion ottomane qui se traduit notamment durant le siège de l'île de Rhodes en 1522. Un siège qui va durer 5 mois et marquer la fin de la présence en Méditerranée orientale des ordres militaires nés des croisades. Ce sera le tour par la suite de l'île de Malte, bien que les Turcs y essuient un important revers militaire. Cela ne les arrête pas outre mesure, puisqu'après Malte, ce sera au tour de l'île de Chypre de subir les foudres, non plus de Soliman décédé en 1566, mais de son successeur et fils, le sultan Sélim II. Un site stratégique, car à cette époque, l'île, bien que sous contrôle de la République vénitienne, n'en est pas moins sous tutelle de la Sublime Porte. Venise payant un tribut annuel pour occuper cette colonie au carrefour de l'Europe, du Levant et de l'Afrique. La prise de Chypre est donc un coup sévère porté au commerce de la Sérénissime. Même le pape ne s'en cache plus, il désire désormais stopper l'expansion musulmane en Méditerranée orientale. Pour cela, il va s'inspirer des croisades médiévales en mettant en place une Sainte Ligue. Le but, réunir un maximum de pays chrétiens au sein d'une même ligue, puis mettre à l'eau une flotte capable de vaincre les Turcs. Il faut préciser que l'idée d'une Sainte Ligue germait déjà dans les esprits dès 1468. Cependant, ce n'est que le 25 mai 1571 qu'un véritable accord est trouvé entre le pape, la République de Venise, l'Ordre de Malte et l'Espagne. C'est d'ailleurs cette dernière qui se charge de payer la moitié des coûts engendrés par cette Sainte Ligue, alors que Venise prend en charge un tiers des dépenses et la papauté un sixième. Le butin sera réparti à parts égales et aucun des alliés ne pourra signer un traité de paix séparément, sans l'accord des autres membres de la Ligue. Officiellement, c'est la religion chrétienne qui unit toutes ces puissances, ainsi que leur opposition à l'Empire ottoman. Officieusement, d'autres intérêts personnels rentrent en ligne de compte, à commencer par Venise, qui souhaite à tout prix récupérer l'île de Chypre qu'elle a perdue face aux Turcs en 1570. Pour ce qui est de l'Espagne, c'est tout autre chose, elle souhaite mettre fin aux corsaires basés dans les ports d'Alger, Tripoli ou bien Tunis, qui plombent littéralement le commerce en Méditerranée. Très vite se rajoute à la liste des membres de la Ligue Naples, la Sicile, Gênes, le duché de Savoie ou bien l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. À présent
que la Sainte Ligue possède une flotte digne de ce nom, il lui faut trouver un amiral qui sera capable de la diriger et de lui donner la victoire. Et cet homme, ce sera Don Juan d'Autriche, le demi-frère du roi d'Espagne Philippe II et fils naturel du grand Charles Quint. Don Juan n'a que 25 ans, mais il a déjà fait ses preuves dans la lutte contre les Morisques, ces musulmans d'Espagne convertis officiellement au catholicisme, mais qui continuaient à pratiquer leur religion et qui s'étaient finalement soulevés contre le souverain espagnol. Un succès militaire pour Don Juan qui lui permet donc d'obtenir le commandement de la flotte chrétienne. Dans cette tâche, il sera secondé par Giovanni Andrea Doria, un amiral génois qui s'est illustré durant les guerres d'Italie, mais également Alvaro de Bazan ou bien Luis de Requesens. Les Espagnols fournissent à la flotte 90 galères, 24 navires de transport et 50 voiliers de taille plus petite. Venise, qui possède un important arsenal maritime, fournit quant à elle 106 galères, 6 galéas ainsi qu'une vingtaine de frégates. C'est finalement les États du Pape qui apportent le moins de navires, seulement 12 galères et une demi-douzaine de voiliers. Au total, le contingent d'hommes est d'environ 13 000 marins, 31 000 soldats, auxquels il faut rajouter près de 3 000 galériens chargés de ramer et de faire fonctionner les galères. Pour ce qui est des chefs militaires, on retrouve à la tête de la flotte vénitienne un certain Sebastiano Venier, alors que les navires fournis par le Vatican sont sous le commandement de Marco Antonio Colonna. En face, l'armada ottomane a plutôt fière allure et n'a rien à envier à ses adversaires puisqu'elle est bien supérieure en hommes et en navires. Seul point faible, l'artillerie, soit 750 canons, est donc largement inférieure en nombre à celle des chrétiens qui eux disposent de 1815 canons. Les navires turcs sont sous le commandement d'un dénommé Ali Pacha, secondé dans sa tâche par le gouverneur d'Alexandrie, un certain Mahomet Sirocco, mais également par celui d'Alger, Ulucciali, que les Espagnols nomment El Ucciali, et qui en fait est un renégat italien devenu sujet puis officier de la marine ottomane. Viennent ensuite des corsaires, à l'image de Karakodja ou bien de Mourad Dragout. Juste avant le départ des navires de la Sainte Ligue, Don Juan d'Autriche convoque un ultime conseil de guerre où l'on voit poindre des divergences. Certains en effet, à l'image d'Andrea Doria, estiment que ce serait une folie de s'attaquer directement à la flotte turque tant elle est nombreuse et invaincue jusque-là. Mais c'est bien mal connaître le jeune amiral. Comme dit précédemment, Don Juan d'Autriche n'est pas n'importe qui. Malgré sa jeunesse, il apparaît déjà comme un militaire et un diplomate de renom. Il est aussi et surtout le fils naturel de Charles Quint, empereur du Saint-Empire germanique, né d'une liaison avec une certaine Barbara Blomberg, probablement vers 1547, certaines sources parlant plutôt de 1545, à Ratisbonne, dans l'actuelle Allemagne. D'abord surnommé Jerónimo, Jérôme en français, ce n'est plus tard qu'on l'appellera Juan, Jean en français. On s'accorde également pour qu'il reçoive une éducation en Espagne, à Leganés, près de Madrid d'abord, puis à Valladolid. L'empereur Charles Quint va le reconnaître en 1554, juste avant son abdication. Lorsqu'il décédera 4 ans plus tard, ce sera au tour de son demi-frère, Philippe, devenu roi sous le nom de Philippe II, de le reconnaître en tant que Don Juan d'Autriche. C'est à cette occasion qu'il le rencontre pour la première fois. Suivant les recommandations de son défunt père, le jeune Juan est doté d'une maison, c'est-à-dire d'une suite de familiers et de domestiques, avant de lui donner quelques années plus tard le titre de capitaine général de la Mar, en l'occurrence l'équivalent du poste d'amiral. A noter que Don Juan ne reçoit ni titre, ni terre, ni le prédicat d'altesse. Il n'est donc que son Excellence Don Juan d'Autriche, ce qui le met davantage au rang d'un grand d'Espagne que d'un infante. Comme dit précédemment, Don Juan gagne ses galons de commandant durant le soulèvement des Morisques, qui dure jusqu'en 1571, année où ils sont complètement défaits et déportés en Castille. Et c'est donc tout naturellement qu'en cette même année 1571, fort de ce succès militaire, Don Juan est propulsé commandant en chef de la flotte de la Sainte Ligue. La plupart des navires qui vont s'affronter durant la bataille de Lépante sont des galères. En ce sens, elles sont les dignes héritières des trirèmes de l'Antiquité et vont être utilisées massivement
par les Vénitiens à partir du XIIIe siècle. Bien qu'elle soit plutôt fragile et peu résistante aux intempéries, elle reste cependant idéale pour la mer Méditerranée. En règle générale, elle présente un ou deux mâts équipés de voiles triangulaires, dites latines. Pour la navigation, elle possède également et surtout 51 bancs de rames, 26 à droite et 25 à gauche, chaque rame faisant près de 12 mètres de longueur, soit un total de 255 rameurs par galère. Parmi les unités chrétiennes, la plupart de ces galériens sont des condamnés de justice, mais on trouve également des esclaves musulmans. Il y a également, chose plus rare, des condamnés ayant effectivement purgé leur peine et en l'absence de travail, poursuivent leur activité de rameur en échange d'un salaire et de nourriture. Du côté des galères ottomanes, on retrouve généralement des captifs ou bien des prisonniers condamnés pour des motifs religieux. Quoi qu'il en soit, l'alimentation à bord de ces navires était des plus frugales, que l'on soit du côté chrétien ou musulman, tout au plus un plat de légumes, un morceau de pain et 2 litres d'eau. Toutefois, durant les veilles de bataille, les galériens peuvent espérer des rations supplémentaires afin de les motiver lors des combats à venir. On trouve également d'autres types d'unités, notamment des galéas, sorte de galères à 3 mâts, mais équipées d'une bien meilleure capacité de tir. Du fait de leur poids, elles sont difficilement manœuvrables au point qu'elles doivent parfois être remorquées par d'autres navires. Inventées par les Vénitiens, elles seront un siècle plus tard remplacées par des galions sans rames, mais équipés de voiles carrées, bien plus efficaces que les voiles latines triangulaires. Quoi qu'il en soit, toutes ces unités, qu'elles proviennent de Barcelone, Majorque, Carthagène, Valence, Naples, Gênes, Venise, Malte ou bien Corfou, ont toutes une même destination, le port de Messine. C'est effectivement cette cité sicilienne qui fut choisie afin de réunir l'ensemble des forces de la Sainte Ligue. Une raison à cela, son emplacement stratégique au beau milieu de la Méditerranée. Et ce sont les Vénitiens qui les premiers arrivent, soit le 23 juillet 1571, suivis de près par la flotte du pape commandée par Colonne. Le 23 août 1571, Don Juan d'Autriche passe en revue la flotte alliée avant le grand départ, direction le port de Leguminici dans l'actuelle Albanie. C'est durant cette escale que va survenir un événement tragique mettant à mal la cohésion même de la Sainte Ligue. En l'occurrence, l'assassinat d'un soldat espagnol sur ordre du commandant vénitien Vénière qui l'avait accusé d'avoir blessé l'un de ses hommes. Don Juan, fort mécontent, sera pourtant obligé de faire le dos rond afin de ne pas amplifier les distensions entre les différents alliés. Le mauvais temps se met également de la partie, tant et si bien que la plupart des navires ne peuvent pas quitter le port de Leguminici avant le 3 octobre 1571. La flotte de la Sainte Ligue se divise en 3 corps principaux, sur l'aile droite les Génois, sur l'aile gauche les Vénitiens, et au centre Don Juan d'Autriche, à bord de la Réal, à la fois navire amiral et plus grande galère de son temps, flanqué de près par la flotte papale. Les galéas sont quant à elles placées en tête de cortège, pendant que l'escadre espagnole d'Alvaro de Bazan se positionne en réserve. Tout est donc prêt pour la grande bataille à venir. Celle-ci se déroulera dans le golfe de Lépante, où justement les Turcs attendent la flotte chrétienne. Ali Pacha, l'amiral de la flotte turque, et accessoirement le gendre du sultan Selim II, s'attend à un combat frontal. Il sait que pour vaincre, il devra au préalable déborder les flancs de la flotte ennemie, ce qui ne sera pas une chose aisée à réaliser. Enfoncer le centre ennemi est donc possible, mais si et seulement si les Ottomans parviennent à annihiler les ailes de la flotte adverse. À bord de son navire amiral, la Sultane, il règle de son côté les derniers préparatifs. Et c'est vers 5 heures du matin, le 7 octobre 1571, que les opérations débutent lorsque les galères chrétiennes, envoyées en reconnaissance, sont les premières à signaler la présence des Turcs. Et c'est à 8 heures que Don Juan d'Autriche fait hisser l'étendard de la Sainte Ligue, donnant ainsi le signal du début de la bataille. C'est là que la flotte turque commet 2 erreurs cruciales, d'abord en se lançant à l'attaque des ennemis et en abandonnant une position stratégique, puis en prenant les fameuses galéas vénitiennes bardées de canons pour de simples navires de transport, qu'il était préférable de dépasser, selon eux, afin d'aller se confronter directement
aux navires de combat. Les galéas vont donc s'en donner à cœur joie et occasionner d'énormes dégâts aux galères ottomanes, ainsi que de nombreux morts parmi les musulmans. On estime ainsi que des douzaines de navires turcs ont ainsi péri en mer sous le feu nourri des galéas. Peu après, Mohamed Sirocco, amiral aux commandes de l'aile droite turque, tente d'enfoncer l'aile gauche de la Sainte Ligue, tenue par Agostino Barbarigo, se posant ainsi en adversaire le plus virulent des chrétiens. Au point que Barbarigo recevra une flèche dans l'œil gauche avant de mourir de ses blessures 3 jours plus tard. Le combat continue ainsi de faire rage, tant et si bien que l'on estime qu'on se bat aussi bien sur mer que sur terre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le combat naval se transforme progressivement en combat d'infanterie sur les ponts des navires lors des abordages successifs. Dans ce registre, l'infanterie espagnole fait merveille. Bien équipée et munie de groupes d'arquebusiers, elle part ainsi à l'abordage des navires ennemis, avec à sa tête les fameux tercios, des unités de soldats professionnels hautement entraînés, disciplinés et réputés à l'époque invincibles. Le génois Doria n'est pas en reste non plus avec ses fines galères, il contribue par la précision de ses attaques à prendre l'avantage sur les défenseurs turcs. Les boulets ouvrent des brèches dans les navires ottomans avant que le feu ne se propage de bateau en bateau, provoquant la panique générale chez l'ennemi. Au cours de la bataille, la Sultane, le navire du commandant de la Sublime Porte, Ali Pacha, est envahi par les hommes de la Réal, dirigés par Juan d'Autriche. L'amiral turc est fait prisonnier et sa tête est placée au bout du mât du navire principal espagnol. Au soir, les chrétiens ont définitivement remporté la victoire. Et quelle victoire! En effet, les Ottomans ont perdu près de 20 000 hommes, sans compter ceux qui ont été massacrés à terre par les Grecs révoltés. Alors que du côté chrétien, on ne dénombre que 7 000 morts. Côté navire, les Ottomans sont également les grands perdants, 117 galères et 13 galiotes capturées et 62 galères coulées. À cela s'ajoute la prise de 450 canons et 39 étendards. Une sacrée prouesse quand on sait que la Sainte Ligue n'a perdu dans l'affaire qu'une douzaine de galères. Pour autant, peut-on vraiment dire que la victoire est totale pour les chrétiens? Eh bien non, et ce pour de nombreuses raisons. D'une part, parce que dès l'année suivante, l'Empire ottoman parvient, en un temps record donc, à renouveler sa flotte de guerre avec près de 250 galères et 8 galéas. D'autre part, Venise ne récupérera nullement l'île de Chypre. Au contraire, la Sérénissime va même se résigner à traiter avec le sultan de Constantinople, lui versant au passage un tribut de près de 300 000 ducats. Une véritable trahison qui d'ailleurs mettra un terme à la Sainte Ligue, qui va se désintégrer suite donc à ce traité de paix du 7 mars 1573, conclu entre Venise et l'Empire ottoman. Les Pentes, une victoire amère au final, qui fera dire au grand vizir Mehmed Sokollu, premier ministre du sultan Sélim II, la phrase suivante. « En vous emparant de Chypre, nous vous avons coupé un bras. En détruisant notre flotte à l'Épante, vous nous avez rasé la barbe. Un bras coupé ne peut pas repousser une nouvelle fois, mais une barbe rasée repousse avec plus de force à nouveau. » Cependant, même s'ils ont rapidement remplacé les navires, les Turcs n'ont jamais vraiment pu se remettre de la perte de 20 000 hommes, souvent hautement qualifiés et qui exerçaient à l'Épante en tant que marins, rameurs ou bien archers. C'est sans doute en partie pour cela qu'après cette défaite, la Méditerranée occidentale cessera d'être pour les Ottomans un objectif prioritaire. On se retrouve donc avec deux blocs bien distincts en Méditerranée, une moitié à l'est sous domination turque et l'autre moitié à l'ouest sous le contrôle de la dynastie des Habsbourg. Mais qu'en est-il du héros de l'Épante, le fameux Don Juan d'Autriche? Eh bien celui-ci va continuer sa carrière militaire, une carrière malheureusement courte puisqu'il décédera du typhus seulement 7 années plus tard lors d'une campagne militaire dans l'actuelle Belgique. Ses funérailles seront organisées à Namur et le corps de Don Juan, paré du collier de la toison d'or au cou, y restera une année avant que le roi Philippe II d'Espagne ne finisse par accéder à la requête exprimée par son frère avant de mourir, celle de reposer à l'Escurial près de Madrid aux côtés de son père, Charles Quint. L'Escurial, un complexe monumental commandé justement par Philippe II
est destinée en partie à recueillir les sépultures de ses parents Charles Quint et Isabelle du Portugal. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et bien si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, partagez-la autour de vous, sans oublier de vous abonner ou de cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune sortie de vidéo. Si vous souhaitez faire un don, vous avez toujours à votre disposition Tipeee ou Utip. Merci par avance et à bientôt sur Hérodoc, la chaîne Histoire, ou à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.